J'ai 37 ans, je travaille dans la recherche médicale, je suis gestionnaire de projets de recherche. Je suis en France depuis l'année 2002, comme je suis venue comme étudiante étrangère. Et j'ai obtenu mes diplômes et je suis restée travailler en France. Je me couvre les cheveux parce que je ne porte pas réellement le hijab. J'ai essayé de trouver, on va dire, un accord entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Dans l'institut où je travaille, le hijab n'est pas interdit. Je ne voulais pas qu'on me remarque. Et à vrai dire, ça a bien marché parce que on ne me juge pas par rapport à comment je suis habillée, mais on me juge plus par rapport à ce que je peux apporter ou ne pas apporter comme travail. Pourquoi je porte le hijab? C'est parce que c'est une décision très personnelle. Moi, je ne portais pas le hijab quand j'habitais au Maroc. En France, je me suis construite une philosophie et je me suis faite ma propre idée de la spiritualité. Et c'est cette idée qui m'a amenée vers le fait de vouloir couvrir les cheveux. Après, moi, je ne dis pas que se couvrir les cheveux fait de moi une musulmane meilleure ou une musulmane inférieure. Je dis juste que c'est une décision après une réflexion. Et cette décision, elle est personnelle et elle n'a pas été impactée par personne. Allah dit dans le Coran, « Inil hukmu illa lillah », c'est-à-dire « à Dieu seul appartient le jugement ». C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de juger une personne par rapport au fait qu'elle s'habille d'une manière ou d'une autre. Par rapport à la laïcité, c'est quelque chose que j'ai appris moi en tant qu'étrangère venue étudier en France, parce que le Maroc n'est pas un pays laïque par exemple, mais ça l'est en France. Et du coup, j'étais cherchée pour comprendre la laïcité, pour être moi-même, je suis concernée parce que j'habite en France, pour être dans le respect de cette loi. Et la loi indique bien que, en fait, la laïcité, c'est l'État qui est détaché de tout ce qui est religieux. Ce que j'ai compris, moi. L'État est détaché de tout ce qui est religieux. Donc, si moi je travaille dans un institut où il y a, un exemple, je vous donne, il y a un pourcentage de public et de personnel public et d'autres dans le privé. Si je suis personnel public, je suis tenue par rapport à mon métier et par rapport au fait que je suis fonctionnaire de l'État, de ne pas porter aucun signe religieux. Ça peut se comprendre. C'est comme ça que je le conçois. Et ça voudrait dire une neutralité de l'État. Mais si je suis une personne X, ce même fonctionnaire, quand il est dans sa vie privée, il a le droit de vivre sa religion comme il le souhaite. Et quand je dis souhaite, il y a beaucoup d'accords entre l'islam et la loi de la laïcité. Et je vais vous dire pourquoi. Dieu nous recommande d'être dans notre pratique religieuse, de ne pas être dans l'ostentation. Et l'ostentation, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, c'est une période où je jeûne, je ne suis pas tenue de dire aux gens « Allô, bonjour, je jeûne ». Voilà. Quand je fais la prière, je suis tenue de le faire d'une façon discrète. Chez moi, à la mosquée, voilà. Donc, je me tiens à la discrétion. Donc, en réalité, la laïcité, moi, ne me dérange pas. J'ai jamais rencontré un problème où la laïcité me pose problème. Je sais que si je deviens fonctionnaire, ou si je deviens prof, par exemple, eh ben, je vais devoir ne pas me couvrir les cheveux pendant mes heures de travail. Et ce qui est juste le principe de neutralité. Et ça fait une égalité dans la pratique pour tout le monde. En dehors du cadre professionnel public, toute personne a le droit d'exercer en liberté sa religion et sa spiritualité. Je ne me retrouve pas dans leur discours parce que c'est totalement faux. Ce que j'ai effectué comme choix, je l'ai effectué librement. Et d'ailleurs, il y a eu des personnes proches de moi, c'est-à-dire de ma famille, pas ma famille proche, parce qu'il n'y a pas ma famille proche,
qui étaient inquiets par rapport à mon choix de porter le voile et qui m'ont conseillé de ne pas le faire et que j'aurais des soucis par rapport à ma carrière, tout ça. Mais ceci ne m'a pas poussée à changer d'avis. Au contraire. Donc, ce féminisme dont elle parle, j'aimerais bien qu'il vienne et qu'il communique avec moi et qu'il m'écoute pour dire les facteurs et les raisons pour lesquelles j'ai porté le voile, mais ne pas parler à ma place sans avoir échangé avec moi. Elle considère toujours que la femme, elle est dans une position de faiblesse. Et c'est ça qui fait que elles ont ce jugement-là. C'est que, oui, de toute façon, dans leur tête, la femme, elle est faible, donc on lui a imposé. Et ça, je l'ai touché d'une manière ou d'une autre dans ma vie quotidienne. Par exemple, sur la route, en conduisant, si c'est moi qui conduis et que mon mari est à côté, et qu'il y a une fois où j'avais la musique à fond et je roulais un peu vite et on m'a arrêtée, la première des réactions, c'était la surprise. C'est-à-dire celle-ci, musique forte, le bonhomme à côté qui ne parle pas, c'est moi qui répondais, c'est moi qui a sorti les documents et c'est moi qui s'est excusé par rapport à l'excès de vitesse. Et en plus, la voiture, elle était devant moi. La voiture des personnes qui m'ont contrôlée, elle était devant moi et je leur faisais des coups de phare pour dire « poussez-vous, je vais aller plus vite ». Et j'ai fini par les dépasser et ensuite on m'a arrêtée et en me voyant, surprise, et voilà, femme voilée, un peu, c'est pas l'image qu'on a. Mais il y a une certaine passivité dans la communauté musulmane qui fait que ils laissent faire. Ils laissent faire qui? Ils laissent faire parce que c'est pas les personnes. Je veux pas nommer de personnes qui sont toxiques parce que j'aime pas répéter leur nom. Je leur accorde pas d'importance, mais parce qu'ils laissent parler, ils laissent voir et mettre en évidence des personnes qui sont issues de la communauté musulmane, mais qui sont toxiques, je dirais. De l'autre côté, ceux qui sont des citoyens intègres et qui font leurs devoirs et qui connaissent leurs droits, on ne les voit pas. On voit plus ceux qui sont néfastes. Et le fait de ne pas vouloir s'exprimer, je pense que c'est devenu en quelque sorte un complexe. C'est un complexe chez la musulmane et chez le musulman, et surtout la musulmane. Mais de toute façon, je pense qu'elles se disent, de toute façon, si j'y vais, je serai ridiculisée, personne ne m'aimera, personne ne m'écoutera. Et c'est ça qui a fait qu'elles sont en retrait. Et moi, je dirais juste aux personnes qui considèrent que le voile devrait être interdit partout, on devrait faire ceci, cela. Je dirais que ce n'est pas le voile qui bloque l'émancipation de la femme, mais c'est plus les jugements qui sont portés sur ce fameux voile qui font que la situation, elle n'avance pas. Il faut être dans les associations parentales, il faut être actif. Si on est chez soi à regarder ce qu'ils disent dans les médias et à attendre que les lois passent, c'est sûr que ça ne va pas faire avancer les choses. Il faut être actif. C'est un devoir civique, c'est un devoir religieux et c'est un devoir juste de bonne conscience. Au moins, je dirais à mes enfants, quand j'avais la possibilité de lutter pour que des choses vous soient bonnes par la suite quand vous serez grand, je l'ai fait. Mais si je suis passive et que je ne fais rien et que les lois passent, il ne faut pas être surprise après. Oui, cette phrase, elle me fait trop rire. Le communautarisme et l'islam politique. L'islam politique, ça me fait trop rire en fait. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est cet islam politique. Hein, parce que s'il est là, franchement, il ne me défend pas. Hein. L'islam politique, jusqu'à maintenant, je le cherche. Je ne le vois pas. Et par rapport au communautarisme, y a une leçon que m'avait donnée mon oncle, paix à son âme. Il m'avait dit, tu sais ma fille, quand je suis arrivée en France, en parlant de sa cité où il habite, c'était pas comme ça.
Je lui dis, comment ça, tonton? Il m'a dit, mes voisins, c'était différentes issues, différentes nationalités. Et quand on avait des problèmes, c'est-à-dire des problèmes pour faire un papier, un problème pour déclarer quelque chose, mon voisin français m'aidait à ce que je fasse la tâche et m'indiquer où je dois m'adresser, tout ça, et on s'entraidait. Il a dit à un moment donné, j'ai commencé à remarquer que ceux qui viennent dans la cité, c'était toujours les mêmes personnes, enfin les mêmes origines, africaines, maghrébines. Et du coup, on a ramené des personnes qui ont, parce qu'ils n'ont pas tous fait les grandes écoles, il faut dire les choses. Quand les personnes immigrent de leur pays pour venir avoir un avenir meilleur et pour travailler dans un autre pays, en général, voilà, on n'a pas fait de grandes études, on essaye de vivre d'une façon convenable, on essaie d'avoir un avenir meilleur et on essaie d'éduquer nos enfants. Et ces personnes arrivent avec certaines difficultés dans la langue, dans l'apprentissage de leurs enfants, et on les a tous regroupés et mis ensemble. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Quand on demande un HLM et qu'on a peu de revenus, on nous accorde quelque chose, on l'apprend. Donc ceux qui ont les mêmes difficultés et ceux qui ont les mêmes taux de salaire et ceux qui ont les mêmes problèmes à leur arrivée en France se sont retrouvés tous ensemble. Et ça a fait une catastrophe sociale, il faut le dire. Et après, on a commencé à dire le communautarisme. Mais le communautarisme, c'est juste une conséquence du choix social qu'a fait la France il y a quelques années, de mettre les étrangers quelque part, ceux qui ont des bas revenus, ensemble, avec les mêmes difficultés, sans venir après inspecter les besoins et sans venir après apporter les aides qu'il fallait.